Le bateau était toujours en combat. Il était en train de subir. Et on se disait, mais est-ce que le bateau va tenir? Bonjour, il voulait un retour discret, c'est complètement raté. Un triomphe hier soir au Sables d'Olonne pour le héros Titouan Lamazou, vainqueur de la course autour du monde à la voile. Pendant 109 jours, Lamazou a joué les équilibristes sur la crête des vagues. Et puis cette nuit, son écureuil d'Aquitaine glisse sous la lune, escorté par une véritable meute. Pour moi, c'était presque devenu quelque chose de normal et apparemment, dans l'esprit des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le départ, c'était vraiment un grand point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Comment ça va se passer? On entendait à la radio que 13 fous furieux étaient partis autour du monde. Est-ce qu'ils reviendront? Une course complètement folle. On dit que c'est la course du siècle, c'est-à-dire faire le tour du monde sans escale, sans assistance. Bon, moi, je résumerais ça en un seul mot. Je dirais que c'est l'aventure avec un grand A. C'est né en fait d'une histoire de marins, Jeantot, Lamazou, Florence Artaud, quelques marins. Au coin du bar, ils se sont dit, tiens, on va organiser une course autour du monde sans escale. C'est des aventuriers, des pionniers, Certains vont dire que c'est des fous. Ah non, c'était pas des fous. Bien au contraire. Cette course folle, démesurée, géante, un pari insensé. Le tour de la planète en bateau sans escale et sans assistance est déjà surnommé l'Everest des mers. C'était la première fois qu'une course au large suscitait autant d'engouement public. J'ai été soudainement, ce qui n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, mais j'ai acquis une certaine notoriété à l'arrivée du Vendée Globe. Après le passage du Cap Horn et la remontée de l'Atlantique, c'est Titouan Lamazou qui remporte en 109 jours cette première édition, rentrant dans la légende devant une foule nombreuse au Sables d'Olonne. Bien avant qu'il gagne le Vendée Globe, déjà, pour moi, c'était un idole. Et une personne extraordinaire, d'une gentillesse et à l'écoute de tout le monde. Un Titouan Lamazou, en 89, n'a pas le même prisme pour partir à l'aventure du Vendée Globe que nous, on l'a aujourd'hui, quand les marins du Vendée Globe vont partir en novembre 2024 des Sables d'Olonne. La course au large, il y a un peu cette course à la technologie, de battre le record autour du monde, en solo, en équipage. Et donc, en fait, les reliques du passé, elles ont un caractère vraiment presque poétique et un peu charnel pour certaines personnes. L'écureuil Aquitaine, c'était l'un des plus beaux bateaux de la flotte. C'était un bateau qui avait été construit pour cette course, pour un navigateur de talent. Et il est magnifique, il est toujours très beau. En fait, l'écureuil d'Aquitaine, ça fait partie de ces bateaux dans la course au large qui existent, brillent, subsistent et disparaissent. C'est lors d'une navigation avec Arnaud Boissière. On passe une signature de sa maison le samedi. Et puis, il me propose, à la fin de la signature, de le rejoindre à Lorient pour faire Lorient-les-Sables. Naturellement, mais j'amenais mon bateau en Bretagne une fois, mon premier Micaline avec lequel je préparais le Vendée Globe 2016. Du coup, j'ai proposé de venir à bord. Et quand il a mis son spi, qui faisait pratiquement 500 mètres carrés, c'était extraordinaire. Et ça m'a rappelé les souvenirs de navigation avec un 470. Mais le 470, il gîtait, alors que le sien, il gîtait pas du tout, et il allait plus vite que le vent. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais il faut que je trouve un IMOCA, mais pas n'importe quel IMOCA. Il me dit, mais j'ai un rêve fou, c'est un jour d'arriver à retrouver le bateau de Lamazou et le ramener au sable. Ouais, je dis, Alexandre, t'es fou, ça c'est clair. Je ne savais pas où il était. Est-ce qu'il avait coulé comme les autres? Ça a été une recherche dans tous les domaines. J'ai contacté des brokers, Bernard Gallet. J'avais contacté également les anciens propriétaires, dont Daniel Diner. Les recherches ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu une photo qui montrait ce bateau-là au Venezuela.
mais impossible de savoir où exactement au Venezuela. Et le bateau, j'avais une grande antenne téléphonique et je me suis dit que le tirant d'eau faisait 3,50 m. Donc c'était pas une petite marina, c'était une marina suffisamment importante avec les moyens de levage. Sur Google Earth, j'ai fait toute la côte vénézuélienne. J'arrivais pas à trouver le bateau, donc je me suis concentré sur les antennes. Puis un soir, il vient là, il revient nous voir. Bon, les gars, ça y est, j'ai trouvé. Ah, il a trouvé quoi? Il a retrouvé le bateau, le fameux. J'ai trouvé l'antenne, j'ai zoomé, et j'ai vu une tache blanche qui était au pied de cette antenne. J'ai appelé évidemment ma cliente et amie Jordis, une Vénézuélienne qui habite les Sables d'Olonne. Elle a mis 15 jours pour contacter la marina. Quand elle l'a eu, ils nous ont dit bah oui, c'est bien Correcamino, il est bien là et il est à vendre. Alors, le rapatriement et la première visite au Venezuela, elle était nécessaire. Traverser les Caraïbes, traverser l'Atlantique, on ne peut pas le faire d'un claquement de doigts. J'ai eu la chance de rencontrer Thierry Torres, un navigateur qui a traversé 70 fois l'Atlantique, qui était spécialisé dans le rapatriement de bateaux. Quand je lui ai parlé de mon projet, ça lui a rappelé sa jeunesse, ça lui a rappelé un peu de la folie, et il m'a dit on y va. On est arrivé, on a fait un stop and go parce que la sécurité du Venezuela, on en était bien conscient. L'ambassade interdisait d'y aller. On arrive à l'aéroport, une insécurité totale, mais une vraie insécurité, avec des milices un peu partout, des gens qui vous dévisagent, qui vous suivent. Et la chance qu'on avait, c'est que ce sont des locaux qui nous ont accueillis à l'aéroport. Le paysage, montagne, paysage. On était dans une voiture locale, avec des trous partout. On a été voir immédiatement la marina, voir le bateau. Comme beaucoup de personnes, quand ils visitent le bateau, ils ont la chair de poule. Quand j'ai mis les mains sur la barre, j'avais la chair de poule en me disant « Waouh, ça y est, le bateau, il est là. Maintenant, une deuxième étape. Comment on va faire pour le rapatrier? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est pour ça que pendant 24 heures, on est resté sur le bateau avec Thierry Torres. Thierry est monté en haut du mât. Quand il est arrivé en haut du mât, le bout s'est coincé. Il a dû attraper les voiles d'avant et glisser, évidemment sans aucune sécurité. Et l'analyse qu'on a eue du bateau, c'est qu'il était en bon état au niveau de la coque. Le pont était complètement délaminé, le gréement était inexistant et la décision a été prise que le bateau ne pouvait pas traverser l'Atlantique. Le seul moyen pour amener le bateau en France, c'était le tracter du Venezuela jusqu'en Martinique ou Guadeloupe et après le mettre sur un cargo. J'avais négocié avec les Vénézuéliens que le paiement du bateau se fera quand le bateau sera mis à l'eau. Et au moment du gruitage, c'était le soir du carnaval. Ça a été le carnaval. Le bateau a glissé et il est tombé sur ses safrans. Il y a eu des photos. Les Vénézuéliens voulaient qu'il soit payé. Il n'était pas possible de payer, que la convention était prévue que le bateau devait être mis à l'eau pour le paiement. Mais comme c'était le carnaval, les Vénézuéliens insistaient. Et donc, direction l'aéroport pour être en sécurité. Il était un peu dépité parce qu'il n'avait pas réussi complètement son affaire à amener le bateau. Et du coup, il y a un moment, j'ai dit, tu sais, sinon, il y a d'autres bateaux. Il y a d'autres bateaux historiques qui ont gagné le Vendée Globe. Non, c'est celui-là qu'il voulait, quoi. Pour moi, c'est son obstination qui me marque. Il était assez déterminé, quand même. Cette belle aventure continue. J'ai un ami, Alexandre Benucci, qui me dit « Mais Alexandre, j'ai un copain qui habite les Sables et qui fait partie de l'équipe de Macorne. » Je lui dis « Ah bon, comment il s'appelle ?» Eh bien, Charles Audier. J'appelle Charles, que je connaissais pas.
Et il me dit, ton projet, il m'intéresse, on y va. Je prends un caméraman, j'organise les choses et on part tous ensemble. J'ai eu 5 jours pour monter une équipe et partir de Lorient pour arriver à Caracas. C'était ça le défi qui était rigolo aussi, c'est que je recevais un coup de fil d'un gars que je connaissais pas pour aller chercher un bateau que je connaissais pas vraiment, avec des gars que je connaissais plus ou moins. Et on allait faire quelque chose d'assez unique. Donc la première étape, le premier départ, c'était avec une équipe de jeunes qui avaient, pour certains, l'âge de mes enfants. Donc c'était assez amusant. Et on est parti, fleur au fusil, à chercher le bateau. Más tarde nos vamos a reunir con Miguel. Ya ahorita yo le informo que usted está aquí conmigo y que vamos a ver el barco. Plus tard, nous allons rencontrer Miguel et maintenant je vais l'informer que vous êtes ici avec moi et que nous allons voir le navire. Eh bien, merci. Déjà, quand on est arrivé à l'aéroport, on est resté bloqué 1 heure parce qu'on n'avait qu'un billet aller et pas de retour. Mais on a expliqué qu'on allait chercher un bateau, on avait quelques contacts, j'avais quelques contacts, et ils nous ont laissé partir. Et on est arrivé dans la marina. J'ai retrouvé le bateau grâce à cette antenne, grâce à l'antenne. Por el camino. Yes. Et là, j'ai découvert le bateau à flot, en mauvais état parce qu'ils l'avaient laissé taper contre les autres bateaux et contre le quai. Donc il y avait des trous. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'avant, il y a un gros travail de résine à faire avant de partir. Ouais. Ça, c'est sûr. On s'est rendu compte qu'il était dans un sale état. Mais pour nous, c'était juste une histoire de nœuds, de colle, de sika et de volonté humaine d'une équipe qui allait se serrer les coudes pour traverser les Caraïbes et que ça allait le faire. C'est bouffé. C'est un coup, est-ce qu'il pète dans le bordel? Là, toutes ces vannes, là, c'est les trucs qui ont été bouchés, qui disaient, là? Ça, c'est qui sous les ballasts, mais j'en ai là qui ont l'air ouvertes, c'est pour ça que je comprends pas trop Comment ils sont censés avoir bouché ça? Quand il était dehors? Ils ont bouché par le dessous? Oh, t'as tous les câbles qui passent. Et ouais, c'est de la flotte aussi. Hein. On vide ça, on fait la résine. On vide ça, on fait la résine et demain matin, l'histoire de la voile. Déjà, on en saura un peu plus. Et après, ouais, bah oui. So Il est revenu, Michel. Il va aller faire les courses. Ronnie, tu veux venir Ou tu veux continuer là? Bah, on va faire ça, ouais. J'ai payé le bateau, j'ai récupéré les papiers immédiatement et on a entrepris de faire des courses et de préparer cette navigation fleur au fusil. Ils nous ont donné des coups de main
Au niveau de l'alimentation, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de toilette bien sûr, on dormait à 5 sur ce bateau-là, à la Belle Étoile. C'était un peu compliqué, les choses dures. Après, on peut les raconter avec le sourire. Je les ai racontées immédiatement avec le sourire, hein. J'ai pas eu de problème là-dessus. Mais c'était quand même chapeau à toute l'équipe qui m'ont accompagné parce que c'était pas évident pour eux aussi. J'essaye d'être différent, mais d'être raisonnable. Et la famille, ça coûte un projet comme ça ou pas? Non, et tous les messages que j'ai eus, hein, c'est vas-y papa, ramène-le le bateau. Dès le début? Pendant tout... Ouais, bah, dès le départ, ils se sont dit qu'est-ce que tu es en train de nous faire comme délire? Allez, arrête tes conneries. Ben oui, évidemment. Le personnage d'Alexandre était intéressant puisque il avait conscience qu'il ne pouvait pas le faire seul et il avait quand même une énergie extrêmement folle d'être convaincu qu'il y arriverait. Et c'est presque plus intéressant parfois d'avoir quelqu'un de complètement abruti par l'idée qu'il va y arriver plutôt que des gens qui vont te dire non, ça va pas marcher. Toute la nuit, on entendait les coups de feu. On était dans une marina qui était protégée parce que c'était une marina qui hébergeait le bateau du président et de certains membres de l'État. Il y avait beaucoup de militaires, la garde civile. Il y avait une sorte de patrouille maritime aussi. J'avais vite compris que si on avait quelques bouteilles de rhum et qu'on partageait quelques poulets grillés, en fait, on allait se faire des copains. Et donc, ça allait nous éviter des problèmes par la suite. Et en fait, si tu arrives avec une dynamique très collective, en essayant de t'intégrer parmi les gens qui sont là, de t'intéresser à eux, ils seraient forcément plus cool avec nous le moment venu, tu vois. Ok, prendelo ahora. Vamos afuera, vamos afuera. Mucho calor. Vamos, amigo. Vamos, cerveza. On savait qu'on allait aller au Venezuela et que le bateau allait revenir. Et on avait même à un moment accepté que même s'il ne revenait pas avec nous, on participait à l'aventure de ramener le bateau en France. Ça s'est dégradé assez rapidement lorsque je suis allé pour demander le SARPé, la sortie du bateau et du territoire. Le capitaine du port me dit mais ces papiers sont des faux. En fait, c'était faire des copies. Mais ils ont retrouvé le bouquin qu'ils ne trouvaient pas pour vérifier que c'était bien des bons papiers. Ils ont eu un doute parce qu'il manquait des tampons. Et ils ont cherché dans le registre et ils ont pu faire la concordance entre l'achat, la vente et toi, ton rachat. Ils ont dit, ok, c'est les bons papiers, mais en fait, on voudrait des copies pour rééditer en gros une carte grise du bateau. Et après, vous allez dans le bureau d'à côté demander le SARPé. Mais là, je peux pas parce que j'ai l'anniversaire de ma grossesse, quoi. En fait, quand on est arrivé, on avait vraiment l'impression que ça allait très vite se débloquer, qu'on aurait très vite les papiers. Et le travail administratif, il te bouffe à l'usure. C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, on nous faisait une demande, on trouvait le moyen de répondre à la demande, et en fait, il y avait toujours un nouveau truc. Et ce nouveau truc consistait souvent à payer quelque chose de nouveau parce qu'il nous manquait un papier,
Et de temps en temps, il y avait des faux papiers qui étaient faits. Puis après, du coup, les mêmes personnes nous disaient, ben en fait, c'est pas les bons papiers, c'est un peu fait à l'arrache. Tous les jours, il me disait la mañana, la mañana. Et puis, on est resté bloqué pendant 1 mois et demi. Mais le mois et demi a été compliqué. On s'est pas aperçu, si, on s'est aperçu que ça durait 1 mois et demi. Mais tous les jours, il nous faisait croire que c'était bon. No, 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 yo estoy aquí donde está, en toda la calle donde está el sarmiento, donde empiezo a subir elevado. Et il me dit, bah, vu que vous avez, en gros, d'une manière un peu, tu sais, comme le mec qui perd au poker, vu que vous nous avez coincés avec l'histoire des documents qui n'étaient pas bien faits de notre part et la ténacité de Luis, en gros, là, tous les documents sont en règle, donc bon voyage à vous, quoi. A las 3:30 Sí. voy a llamar a Kira, Si, a la vieja que nos sentó y le si, si. coño, Kira, dame la segunda ahí, Mhm. vale. Mañana te llevo tu regalo. Ok. Et du coup, il va rappeler les petites gonzesses là à 3h30 avant qu'elles partent du bureau en disant on repasse vous voir demain matin avec les cadeaux pour que demain matin on soit sûr que Mañana, le dossier est sea prêt. en la mañana. On a eu pas mal de désillusions sur ce côté très montagne russe de penser qu'on allait partir en fait tous les 2 jours et que tous les 2 jours en fait c'était reculé. Et puis après il y avait la météo qui commençait à rentrer en ligne de compte parce que ça allait devenir très compliqué de naviguer dans la zone qu'on visait. Faut raconter ça au capitaine, voir ce qu'il en pense. Ouais, ouais, mais tu sais, lui il va dire que c'est plein de bandits et tout quoi, comme il disait hier, mais. Et on peut aussi dire, on fait ça et ça. Hein. On fait moins de manœuvres. Du coup, c'est loin du. On est proche, de la côte. en faisant cette cartographie, on est proche des côtes ou des îles. Le seul problème, c'est les pirates. Et petit à petit, en accumulant les lenteurs administratives, les coups de butoir, nous laissant penser qu'on allait partir, puis en fait qu'on partait jamais, ça retardait tout le temps l'échéance. Et puis il y a eu un moment où en fait on arrivait aux fêtes de Noël. À un moment, on a dû s'avouer vaincu et de se dire c'est peut-être plus prudent de rentrer, de revenir plus tard. Je pense que pour Alex, c'était dur parce que pour lui, c'est beaucoup de sommes engagées. Quand j'ai quitté le Venezuela, j'ai attaché le bateau et je lui ai parlé. Je lui ai dit, je suis pas sûr de revenir parce que c'était quand même un peu compliqué l'histoire. Mais au fond de moi, je me disais, s'il y a une solution, s'il y a une chance, eh bien, je vais la saisir. Voilà mon départ au mois de décembre du Venezuela. Et donc, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Ouais, ouais. Ah, et puis quand j'irai, je te donnerai un petit coup de fil là, demain. Ça, c'est le problème d'être une star, hein? Non. Dis-moi où il est. J'ai toujours eu l'envie de repartir. Ce sont mes collaborateurs qui sont venus me voir au mois d'octobre et qui m'ont dit « Maître Treillard, il est temps d'aller chercher le bateau. Mais cette fois-ci, c'est pas 1 mois et demi. On vous donne 3 semaines. » C'est une vraie forme de persévérance de la part d'Alex de se dire non, de toute façon, on va le ramener le bateau. C'est là où c'était très drôle parce qu'il s'était quasiment passé 1 an entre le moment où on est rentré et on avait tous un peu repris nos vies. Et un peu comme dans les films, tu vois, t'en as toujours un qui vit à 2000% ce truc-là et qui n'accepte pas forcément qu'on abandonne complètement. Soit il faut être inconscient, soit il faut être conscient que ça va être chaud. J'ai mon fils aîné, Antoine, qui a un copain qui s'appelle Brieux, et Brieux connaît un caméraman en devenir, une personne qui est prête à faire n'importe quoi. Et il l'a prouvé, c'est toi, je t'ai appelé, tu m'as dit je réfléchis. Et au bout de 24 heures, forcément, j'ai pris la décision pour le projet, pour moi, mon envie de vouloir faire des documentaires, du coup d'arrêter mes études et de dire oui à Alexandre pour partir au Venezuela, chercher Écureuil d'Aquitaine. C'est un roadrunner? Ouais. Corre Camino. Eh ben bonjour bateau.
Ouais, il y a un trou. Oui, il y a un trou, mais derrière. Ceci dit, oui, il y a Crashbox derrière, mais s'il y a de la résine, on pourra en mettre. Hace 4 meses. Fuerte bombardeo con los. Ouais, on peut être meilleur. Y todo el mundo corrió y bueno. Ouais. Et tu peux. Reparar, sí. Reparar. Mañana. Ouais. ¿Qué? ¿Ahorita? ¿Te la? Ver. Tranquille. ¿Vas a comer? Ouais. On est arrivé le soir dans un bateau qui sentait le fioul, il y avait de l'eau partout. Et là, je me suis dit, est-ce que l'équipe va garder le sourire? Et vous avez tous gardé le sourire. Et le lendemain, on a commencé à nettoyer le bateau, à organiser les choses. Donc on entame les réparations du bateau pendant 3 jours. On remet la voile d'avant, on remet le bateau en état de fonctionner. Alex m'a emmené avec lui au moment où on a dû faire recoudre la voile à Caracas. On avait amené une grande voile, sauf qu'elle était trop lourde pour être chargée dans l'avion. Donc on a dû la découper en 2 pour la faire recoudre au Venezuela. Et donc on a dû aller dans les hauteurs de Caracas, à 1h30, 2 heures de route. Sachant que Caracas, ça fait partie des capitales du monde qui sont les plus hautes, à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc on passe par des paysages de dingue, mais aussi par des favelas, par des endroits très pauvres. Mais on a fait 3 jours de réparation qui avançaient tant bien que mal. On a remis le bateau en état, prêt à naviguer. Je savais que le bateau, c'était la dernière chance d'aller le chercher, parce qu'après c'est trop tard, il ne peut plus rester là. Donc la grue est prête pour l'extraire du port et le broyer. Je m'étais donné cette dernière chance. Moi, quand je vois la météo, je serais prêt à attendre mardi pour à Paris. On doit être sûr d'avoir des documents et partir en direct. Tu partirais vers Margarita, toi. Oui. On regarde un peu au niveau de la cartographie. On se dit que l'objectif, c'est donc de sortir du port, de longer les côtes vénézuéliennes pendant quelques temps, passer sur tout un arc, puis de tracer une ligne droite pour rejoindre Isla de la Banquilla, ce qui nous emmènerait dans les eaux internationales. Et à ce moment-là, le projet, c'est même de longer un peu toutes ces îles paradisiaques, Trinidad et Tobago, la Guadeloupe, la Martinique, passer un peu par tous ces beaux endroits. C'est sûr que ça s'est pas du tout passé comme ça. On s'est retrouvés englués de nouveau sur des problèmes administratifs. Donc au fur et à mesure, on comprend pour partir, il va falloir un SARPé. Le SARPé, c'est un document au Venezuela qui explique le fait qu'on a le droit de quitter le territoire avec le bateau dans un délai de 24 heures après l'obtention de ce SARPé. On dit que Willy est capitaine, qu'il a un diplôme en France. Moi, je me retrouve à photoshopper un diplôme pour qu'il corresponde au Venezuela. On frôle avec des techniques pour être pas dans l'illégalité, mais essayer de faire en sorte qu'on nous accorde ce SARPé. Et ça dure. Ça dure une semaine et demie, 2 semaines. Il y a des moments même où on se dit on partira pas. Donc Luis nous propose de partir avec un capitaine de la marina dans laquelle on est. On va jusqu'à Isla de Margarita. On le dépose là-bas. Lui prendra un avion pour retourner chez lui. Après, on partait sans rien dire, avec la complicité du capitaine. Donc le SARPé, c'est un départ sur l'île Roquès. C'est écrit sur le SARPé qu'on va Roquès. Ouais, c'est marqué dessus. Donc, il est pour aujourd'hui, pour demain. Donc on peut partir à l'heure qu'on veut demain, on va voir ça avec le capitaine. Et puis après, il faut pas rester. C'est marqué que c'est pour 7 jours. On reste 2 jours en Roquès, On peut naviguer pendant 7 jours et puis.
quelle heure en fait il fait mauvais là 3 heures. 3 heures, il y a pas mal de vent et 4 heures, il a commencé à pleuvoir. On rencontre un capitaine qui vient, qui découvre le bateau. Quand il est arrivé, eh bien, il y a eu un coup de vent, mais vraiment un gros coup de vent. On s'est tous regardés et lui, je crois qu'il a eu peur. Il s'est dit, mais ce sont des fadas, j'ai peur. Il nous dit, bon bah on part demain, et il récupère sa carte de capitaine du dossier. Il nous a dit à la mañana. On avait l'habitude de la mañana au Venezuela, ça veut dire à jamais. Ayo, bon, cette fois c'est réel, les conditions de météo sont à peu près bonnes pour qu'on puisse partir. Donc ça sera pas forcément simple, mais c'est le seul choix qu'on puisse faire pour partir. Donc je croise les doigts parce que rester une nuit de plus, ça va commencer à devenir compliqué. Et vis-à-vis du CRP, je pense que ça sera pas possible d'en refaire un encore une fois. Donc gros bisous et bah, j'espère parvenir d'ici 45 minutes sur le groupe. Sinon ça veut dire qu'on n'est pas parti. Bisous. Vers 6h, on se concerte tous, on se regarde. Ça a pris qu'un seul regard. J'ai fait tout le quai, je l'ai appelé, j'ai demandé aux gens. Pas là. Il y a un moment, il faut se séparer. Et on se dit, bon, il est pas là. Et ben on part. Allez, larguez devant. On est parti avec le sourire le lendemain matin et ça a été beaucoup d'émotions. Vraiment l'émotion la plus forte sans doute qu'on a vécue à ce moment-là. Ça, c'est bon. Profitez-en avant que les gardes-côtes nous récupèrent. On était tous avec le sourire. Le bateau fonctionnait bien, il avait une belle allure, on se battait pas avec lui, on le découvrait. Il aimait quelque chose, on ressent quelque chose et on sent qu'il a vécu quelque chose. Et il nous acceptait, parce qu'on n'était pas en train de l'apprivoiser, c'était lui qui nous acceptait. Et à un moment donné, le winch de grand voile, il a explosé. Les boulons ont cisaillé, hein. L'inox a coupé net. Ça aurait pu être dramatique s'il y avait eu une personne en face. Hein. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est passer un de ceux qui sont sur le bord. Ici. Pour avoir un winch totalement opérationnel ici. Ah Willy, t'es accroché à ce winch hier. Putain, ouais. J'avais raison d'avoir peur. Et là, ça ralentit tout le monde. Là, ça met un gros coup de flip à tout le monde en se disant, ok, si ça peut lâcher, quel autre élément peut lâcher? Oh, ça c'est quand lundi. Ah oui. Cette nuit, il y a du vent. Quoi. Ah. La cuvette est plus aussi abritée que maintenant. Si ça veut pas, il faut l'enlever complètement à la balle. Et ça marche. Dès que ça peut servir si on a un souci avec. Et ce que je vois, moi, c'est que là, ça va se détirer avant qu'on puisse s'en servir. Allez. Pendant le quart du coup de Willy et d'Alexandre, je sens que le bateau il bouge dans tous les sens, vraiment machine à laver, en plus je dormais à l'avant. On est juste de sortir des eaux territoriales. Et le bateau se couche, et là on a déchiré la voile d'avant.
Là, on passe dans un état du bateau où il faut faire très attention à tout. Le moteur, il peut nous lâcher à n'importe quel moment. La grande voile, la couture peut lâcher à n'importe quel moment. C'est Willy qui a eu une baisse de régime, qui nous dit c'est pas possible, il faut qu'on rentre au Venezuela. On avait toujours le vent dans le nez, donc c'était plus simple de revenir au Venezuela que de continuer. Le bateau était toujours en combat. Il était en train de subir. Et c'était éprouvant et on se disait, mais est-ce que le bateau va tenir ? Dans ma tête, c'était impossible de retourner là-bas. Il y avait ce constat-là qui était de dire non, on ne va pas retourner au Venezuela, c'est trop dangereux en fait. Surtout quand on a atteint les eaux internationales. Son fils m'a expliqué, effectivement, une fois que je suis arrivé en Guadeloupe, qu'évidemment, il y a eu une ribambelle d'emmerde du départ pendant tout le convoyage. Très dur de dormir dans le bateau, et tout ça, le pont gondolé. Ça, j'étais mis au courant à l'arrivée de Maro du Rhum. Ouais. Arnaud nous avait passé une voile d'avant. Donc je m'étais dit qu'on allait pouvoir tenir le cap. Ça allait durer une journée de plus, mais on avait fait le plus dur. Je dis à Willy, dans 2 heures, il fait jour. Tu vas te coucher, tu te reposes et on prend tous une décision. Willy s'est levé et en disant on va mettre une journée de plus, on va mettre la petite voile devant. C'est ce qu'on a fait. Le 22 novembre, 16h30, ici. Je vais faire un point à la même heure qu'hier, donc 16h30, quelque part par là, je sais pas. Des dernières nouvelles, moi, de ce que j'ai vu, on est au niveau de la Martinique actuellement. Donc on aurait fait ça un jour, 2 jours. Tous les jours, l'aventure continuait. Tous les jours, l'aventure continuait, malgré les pépins qu'on a pu rencontrer. On était tous solidaires, dans le sens où il n'y avait pas un qui commandait. On était tous sur un pied d'égalité. On savait que c'était Mathieu et Willy qui étaient les navigateurs. Christian faisait la cuisine. Tu faisais des films. Moi, je faisais rien du tout. moi, je prenais la température. Je regardais comment ça se déroulait. Et on vit des moments à bord qui sont complètement dingues. Parce qu'il y a des moments où le bateau avance très bien, on le sent bien. Vers, je sais pas, 5h du matin, je reçois un coup de fil d'un numéro complètement absurde, d'un plus quelque chose que je connais pas. Et à ce moment-là, je me dis, ça peut pas être juste une offre promotionnelle pour un opérateur téléphonique, tu vois. Et là, je me dis, oh putain, les mecs qui étaient au Venezuela, ils sont partis, j'ai pas eu de nouvelles, donc potentiellement, c'est eux. Je sens dans les mots d'Alexandre que c'est un peu comme quand tu essaies d'appeler quelqu'un et qu'au bout du fil, la personne, tu essaies de lui faire passer des messages codés, mais que les personnes qui sont à côté de toi doivent pas comprendre le code. Et là, en fait, je comprends et je dis à Alex, ça se passe comment sur le bateau ? Il me dit, ouais, non, super, mais tu vois, là, on a un peu une galère. Est-ce que tu as moyen de venir nous chercher ? On est au large de la Guadeloupe, on est à 20 ou 30 000 ou 50, je sais plus. Et là, je me dis, oh putain, dans quel pétrin ils sont, tu vois ? Je vais me coucher et là, je me réveille, le bateau à l'arrêt, je fonce à l'arrière. Et là, c'est gros coup de flip parce que je vois pas Willy et Christian.
Et en fait, ils étaient dans la cale arrière, en train de regarder ce qui s'était passé. La barre de liaison des 2 safrans a pété. La roue tournait dans le vide. Là, il a fallu immédiatement bloquer le safran pour pas faire un trou dans la coque. Et à ce moment-là, forcément, ça a mis un coup de panique à bord parce que on peinait à avancer, les vents n'étaient pas forcément avec nous et on n'était pas manœuvrable. Je lui dis, mais attends Alex, tu veux qu'on vienne vous chercher, mais là, c'est pas comme ça. Je pense que t'es parti sans assurance, sans prévenir qui que ce soit du Venezuela. Quand je lui dis à ce moment-là, le seul plan, c'est le cross, bah, je sens qu'en fait, c'est pas du tout une option qu'il a envie d'enclencher, tu vois. Est-ce que vous pouvez me dire la météo qu'il va y avoir pendant 3 jours, là, au niveau de la Guadeloupe? Merci. Leur professionnalisme a été immédiat en disant on fait un point toutes les heures, tous les jours, par le téléphone satellitaire. On a été survolé également par la Marine nationale. Donc on savait qu'on avait un point quand même, on n'était pas perdus. Et là, c'est Willy qui, avec le système D, a dit « Mais non, ça pose pas de problème. On va mettre la barre fixe et puis on va barrer à l'arrière du bateau, tout en sachant que parfois il y avait des paquets d'eau qui partaient. Donc le bateau n'était plus manœuvrable, on était à l'arrière du bateau pour le manœuvrer, donc on s'était attaché auprès d'un gros winch. Là, on espérait qu'il ne casse pas. Je me souviens du matin où je me réveille après mon quart qui avait été en pleine nuit et où je sors la tête du bateau et là on voit vraiment au loin des côtes se dessiner. Et c'est les côtes de la Guadeloupe. Et ça c'est vraiment un sentiment de dingue parce qu'au même moment tu captes un tout petit peu. Je vois des messages sur mon groupe de famille. Est-ce que vous avez des nouvelles de Tanguy? Comme ça faisait 6 jours et que je leur avais dit 6 jours. Et surtout ce qui a été très dur c'est que on voit à 5, 6, 7 heures du matin le début des côtes de la Guadeloupe. Mais en fait, on est arrivé à 19h, vraiment dans le port en Guadeloupe. L'arrivée a été très très longue, mais c'était un sentiment qui était assez dingue parce qu'en plus, on arrivait en même temps que certains participants de la route du Rhum. Ok. Ah ouais, on est dedans, là, de toute façon. On y est. Super. Ouais. On y arrive, les gars, ou on a besoin d'un coup de main? On va y arriver. On va y arriver. On a été accueillis avec des félicitations. Arnaud était là-bas. Le bateau arrive en Guadeloupe. Moi, j'étais en Guadeloupe à ce moment-là. C'était assez amusant de se retrouver. Finalement, on discutait de ça régulièrement au sable et on se retrouve en Guadeloupe. On va dire la grande étape était franchie. Ça a été compliqué. Cette aventure, c'est une aventure humaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de belles personnes qui m'ont aidé à ce que le bateau soit ici, en France. Mathieu, quand il est arrivé en Martinique, me regarde, on était tous autour, et il me dit maintenant Alexandre, bon courage, parce que les emmerdes continuent. T'as gagné une bataille, mais fais gaffe parce que la guerre n'est pas finie. Il me disait que c'était pas possible de faire une rénovation de ce bateau-là en Martinique ou en Guadeloupe. Et puis le bateau était délaminé, le pont était tout gondolé, donc ne tente pas le diable, on va pas aller beaucoup plus loin, ramène-le par cargo. Le 1er mai, quand le bateau est rentré au sable avec Alexandre et Titon à bord, je trouvais que c'était extrêmement magique et il n'en revenait pas, lui, de voir autant de monde. Ça a été un moment très, très étonnant et nous nous avons accueillis comme si on venait à nouveau de remporter le Vendée Globe. Les sablets et
Beaucoup de monde sont admiratifs de Titouan. Donc ça a été une très belle fête. Merci de cet accueil. Je pense que c'était un grand moment pour pas mal de monde. Il y a eu du public qui était là. Je pense que certains avaient connu le bateau aussi à l'époque. C'est comme si c'était hier, il y a tout le temps, ça n'a pas changé. Chaque fois que j'arrive ici, il y a foule. Alors ce bateau-là, que va-t-il devenir? Déjà, il est sauvé. Il partira pas à la casse. On le rénove vraiment en mettant toute l'énergie et tout le sérieux qu'on peut mettre sur une rénovation d'un bateau. On a envie que ce bateau-là soit aussi beau qu'avant et qu'il appartienne au patrimoine maritime français et même international, parce que même les étrangers le connaissent, quoi. C'est un bateau qui, aujourd'hui, rentre au patrimoine maritime français, et la volonté de tout un chacun, c'est que tout le monde puisse se le réapproprier. Ça me rappelle quand j'avais l'âge de mes enfants aujourd'hui, que mon papa m'emmenait, et beaucoup d'émotions de le revoir ici. Super expérience de sortir sur ce premier bateau qui a gagné le Vendée Globe. Belle découverte, belle expérience. Les sensations étaient bonnes. Je pensais pas déjà en vrai que c'était aussi grand, tu vois. Donc j'ai appris pas mal de choses, c'était trop cool. Le bateau est confié à une association qui s'appelle Atlantique. L'objet de cette association, c'est de le faire vivre. Mais de le faire vivre en le faisant naviguer. Alexandre est comme le Mazou, il a une simplicité d'esprit, il y a une forme d'humilité qui est belle, je trouve. C'est comme s'il avait fait quelque part un Vendée Globe aussi. Le 10 novembre, c'est le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Je réalise que c'est une chance de dingue. Et voilà, on va essayer de profiter. Cette 10e édition, avec Titouan Lamazou, on veut rendre hommage à tous ces skippers de la première édition. Les Sablais, et pas que les Sablais, puissent les acclamer et les remercier. Les remercier de nous avoir fait rêver, les remercier d'avoir créé cette aventure. Et on se retrouve dans le Chenal, quasiment 35 ans après ce qu'avait fait Titouan Lamazou. Et en fait, dans la coque du bateau, s'inscrivait tout ce qui s'était passé ces 35 dernières années. C'était juste sublime. Et je trouve fort de vivre des aventures qui prennent autant de temps. J'étais très content que ce bateau ne finisse pas en pourrissant sur un quai. On pourrait dire que c'est un Vendée Globe, mais pas en solo. Parce que seul, on ne serait pas ici, le bateau ne serait pas ici. Et grâce à Alex, on a réussi. Grâce à Titouan, on a réussi. Grâce à toi, on a réussi. Grâce à Ronnie, grâce à Yves, grâce à Mathieu, peut-être grâce à moi aussi.